Monde, j'espère que vous allez bien en direct de ma voiture. Oui, j'ai pas eu le temps d'entrer à temps. Donc du coup, pour pas être en retard au rendez-vous de cette petite discussion avec vous, je me suis arrêté sur la route pour faire ça comme il faut. Donc l'endroit est un peu inhabituel, mais en même temps pour parler de Formule 1, quoi de mieux qu'une voiture pour le faire, n'est-ce pas? Donc bienvenue à bord et bonsoir à tous ceux qui sont sur le point de nous rejoindre ou qui l'ont déjà fait. Voilà, comme régulièrement on se débriefe entre nous tranquillement ce Grand Prix, ce week-end assez intéressant, hein, mine de rien, avec le deuxième Grand Prix de la saison qui s'est tenu à Imola hier et qui nous a permis de voir que la bataille Red Bull Mercedes continuait, allait sans doute tenir ses promesses jusqu'à la fin de la saison, sans problème aucun. J'espère que vous allez bien, soyez les bienvenus à tous ceux qui nous rejoignent, bonsoir à toutes et tous. Bonsoir depuis l'île de la Réunion, nous dit JB, salut la Réunion, je sais pas quelle heure il est à la Réunion, il doit être plus tard que nous, il doit être quelle heure là-bas, dites-nous. On va parler évidemment des différentes choses qui se sont produites pendant ce Grand Prix, et il s'en est passé des choses. On va revenir sur quoi? Sur la victoire de Max Verstappen, sur la deuxième place d'Hamilton, sur sa sortie de piste, sur les pénalités qui ont été attribuées aux uns et aux autres, sur les performances de nos Français. Je vois que Jérémy nous dit un peu de regret pour nos Français. Oui, c'est vrai, un petit peu de regret. Bonjour de Tahiti, mais on va de plus en plus loin. Tahiti, c'est le bout du monde. Quelle heure est-il à Tahiti? Dites-moi à quelle heure il est là-bas. Voilà, on va revenir sur toutes ces choses-là et ce dont vous avez envie de parler, tout simplement. C'est vous qui faites un peu le programme sur cet échange et sur cette discussion. Bonjour au Québec, 18h32 au Québec. Non, c'est l'heure qu'il est en France. Il peut pas être 18h32 au Québec, puisque c'est l'heure qu'il est en France. Bizarre. Bonjour de Jupiter, dites-nous quelle heure il est sur Jupiter. Donc il y a de la vie sur Jupiter, très bien. Bonjour la Martinique, bonjour tout le monde. Bonsoir. Alors, quelle thématique on évoque en premier? Les Alpines, Julien, on peut parler des Alpines. Oui, finalement Esteban Ocon est rejoint dans la zone des points par Fernando Alonso. Donc les deux Alpines marquent des points après pénalité de Kimi Raikkonen. Il y a eu des pénalités chez plein de monde. Raikkonen, comment s'appelle-t-il? Lance Stroll a été pénalisé. Vous vous souvenez qu'il a dépassé notre camarade Pierre Gasly en dehors des limites de la piste hier. Il a été pénalisé après la course par les commissaires qui avaient beaucoup de travail hier et du coup la pénalité est tombée. Bref, le classement a été validé beaucoup plus tardivement hier soir après l'application des différentes pénalités et ça a permis à Alonso de récupérer la dernière place dans le top 10 et donc aux deux Alpines de marquer des points. Maintenant oui, le niveau d'Alpine est pas, j'essaye de stabiliser mon écran, excusez-moi, le niveau d'Alpine il n'est pas encore celui dont il rêverait, on le sait. Ça manque encore de performance, c'est sûr. Le choix stratégique des pneus hier au départ pour Esteban Ocon était peut-être pas le bon, mais c'est plus simple après de se dire on aurait mieux fait de prendre l'autre option pneumatique. Ils sont partis, on le rappelle, chez Alpine pour Esteban Ocon avec les maxi pluie, les pneus à bande bleue, et il s'avère que c'était pas un avantage par rapport aux intermédiaires qui ont fait suffisamment le travail en première partie de course. Mais ça, on a l'air tellement plus savant une fois que tout est fait que c'est facile à dire, c'est pas forcément évident sur l'instant de trouver la bonne solution. Mais globalement, de toute façon, oui, il manque de la performance. Ils sont pas les seuls à qui il en manque. Maintenant, je pense qu'il y a de l'optimisation à faire. Ce que je trouve intéressant chez Alpine, c'est qu'ils apportent pas mal de pièces, donc ils essayent des solutions, ils testent des solutions techniques. Les tester, c'est une chose. En garder certaines, en éliminer d'autres est une autre chose. Et après, c'est les faire fonctionner. C'est-à-dire qu'on peut avoir des bonnes pièces, mais si elles sont pas bien réglées sur la voiture,
vous en tirez pas le maximum du potentiel. Donc il y a les pièces et il y a ce qu'on en fait, et ça prend forcément un peu de temps. Donc je vois et on constate que Alpine apporte des idées. Maintenant, c'est faire fonctionner l'ensemble qui va leur permettre d'extraire du potentiel de la voiture. C'est sûr que pour l'instant, c'est pas formidable. Je pense que ça va aussi un peu dépendre des circuits sur lesquels la F1 va se rendre, et que ça fera plus ou moins de différence face au milieu de peloton assez resserré. N'en demeure pas moins qu'à l'arrivée de cette course, il y a 2 Alpines dans les points, même si ce sont les 9e et 10e positions. Toutes les monoplaces ne sont pas dans ces points, donc voilà, tout n'est pas non plus catastrophique. Alors, la pénalité de Kimi Räikkönen, nous dit Ibrams 787, est d'une telle stupidité. C'est la fin de la crédibilité de la FIA. Waouh, comme tu y vas. Mon point de vue. Mon point de vue, à défaut de dire, oh, il y a un petit chat au bord de la route, ne te fais pas écraser, hein. Je vous montre le petit chat. Je sais pas si vous allez le voir. Miaou. Voilà. C'était la parenthèse animalière de cette conversation. Non, ce que je pense de la pénalité de Kimi Räikkönen. D'abord, on va rappeler ce qui s'est passé pour que tout le monde soit sur la même longueur d'onde. Il y a eu drapeau rouge à un moment donné après l'accident de Bottas-Russell. On va en reparler de cet accident. Du coup, drapeau rouge. Sauf qu'il y a des voitures qui avaient un tour de retard. Donc, avant de relancer la course, les voitures qui avaient un tour de retard, notamment Kimi Räikkönen, sont placées devant la voiture de sécurité à la sortie de la voie des stands, font un tour de piste, re-rentrent dans la voie des stands pour se retrouver dans le tour du leader, comme on dit, reprendre leur place, et après, la voiture de sécurité part pour un tour avec toutes les voitures derrière elle, rentre au stand et c'est la relance de course. Donc Räikkönen dépasse la safety car dans la voie des stands avec les autres voitures, fait son tour pour revenir dans le tour du leader, re-rentre dans la voie des stands et directement tout le monde part pour un tour derrière la safety car. Sauf que quand il ressort des stands, cette fois dans le bon ordre, il sort de la piste à Tamburello, je crois. Oui, Tamburello. Donc tout de suite, dès les premiers virages, il part en tête à queue, Räikkönen. Mais il reste pas dans le bac, il ressort, sauf qu'il y a 2 monoplaces qui passent. Il me semble que c'est Bottas et Tsunoda qui le dépassent au moment où il est dans le bac. Du coup, il revient sur la piste et son ingénieur lui dit Kimi, double ses voitures. Et puis très vite, son ingénieur, qui est français, lui dit attends, on n'est pas sûr, ne les double pas, reste à ta position, ne reprends pas ta place. Et puis arrive la fin du tour et l'ingénieur confirme reste à ta place et la course repart comme ça. Et le drapeau à damier arrive un peu plus tard et on apprend que Kimi Räikkönen est pénalisé. Le problème, c'est qu'il y a plein de règles qui se sont superposées les unes aux autres dans le cas de figure de Kimi Räikkönen. Et que finalement, eh bien, certaines contredisaient d'autres, et je pense que c'est ce qui déplaît à certains d'entre vous, c'est qu'effectivement, l'empilage de règles a conduit les commissaires à prendre la décision de pénaliser Räikkönen, donc c'est 10 secondes de pénalité, mais comme le drapeau à damier était franchi, ça devient 30 secondes, puisqu'elle n'a pas pu être appliquée pendant la course. Et dans leur rapport, qui est très long, les commissaires font état de toutes les règles, ils disent « Nous n'avons pas pu faire autrement que de mettre une pénalité. » C'est-à-dire nous avons été dans l'obligation de respecter scrupuleusement les règles, le règlement sportif de la FIA. Ça sous-entend que il n'y avait pas eu de mise en danger de Räikkönen, que finalement ils avaient pris des décisions assez logiques et respectueuses de la sécurité, mais qu'ils devaient quand même le pénaliser pour respecter le règlement. Pourquoi ils ont respecté le règlement? Parce qu'il y a plusieurs règles qui se superposent. Je vais essayer de faire simple. Une voiture a normalement le droit de récupérer sa position quand c'est un départ lancé, ce qui s'est passé, avant la ligne de safety car, qui est la ligne d'entrée des stands. Mais dans le même temps, on dit que c'est interdit de doubler sous safety car. Et dans le même temps, il est dit que quelqu'un qui perd des positions sous voiture de sécurité, avant un départ, doit repasser par la voie des stands s'il n'a pas récupéré ses positions et prendre le départ depuis la voie des stands. Mais là, c'était un départ lancé, malgré que la safety car a été en piste. Donc, il y a au moins 3 règles
qui se superposent, qui d'une certaine manière se contredisent dans le cas de Raikkonen. Certaines disent il aurait dû reprendre sa position, certaines disent non, il faut pas doubler sur safety car, et une troisième dit il aurait dû rentrer au stand parce qu'il n'avait pas été en mesure de récupérer sa place. Vous voyez la complexité du truc. Ça a conduit au final à ce que cette faute de Raikkonen et cette situation oblige les commissaires, alors qu'ils auraient pu considérer que Raikkonen s'était pénalisé tout seul en sortant de la piste, 2 n'avait mis personne en danger quand il y était revenu sur cette piste, 3 il n'a pas repris sa position mais il a perdu des places plus qu'il n'en a gagné. Mais il ne pouvait que appliquer les règles, et les règles sont nombreuses, c'est vrai. La F1 est un championnat, une discipline complexe, donc avec des règles assez complexes, voire parfois très complexes, et ça conduit, heureusement pas trop souvent, mais de temps en temps, à ces situations où des règles se contredisent. Et il a clairement été dit que les règles se contredisaient, mais qu'il allait falloir en appliquer certaines, et qu'au final, il n'avait pu faire autrement que de pénaliser Raikkonen. Voilà comment, malheureusement pour lui, Raikkonen, s'est fait piéger en piste, et 2, s'est fait avoir par le règlement. Son ingénieur a fait au mieux son travail, parce qu'effectivement, connaissant bien le règlement, son ingénieur lui a d'abord dit tu as le droit de récupérer tes positions sur les 2 voitures devant, puisqu'il était encore loin de la ligne de safety car. Et il y a aussi une question, j'ai pas abordé, pour vous dire que c'est complexe, c'est qu'il a le droit de le faire avant que la safety car éteigne ses feux. Sauf qu'elle les a elle les a éteints ses feux avant le virage 10, et que lui a rejoint le peloton au virage 13-14. Voilà, c'est très complexe. Ça a conduit à la pénalité de Raikkonen. Oui, c'est sévère. Franchement, dans le cas de Raikkonen, j'ai trouvé ça sévère. Mais malheureusement, les commissaires se sont retrouvés, je vais pas dire piégés, mais dans la stricte obligation d'appliquer ce que disait le règlement, même si la justesse et la sportivité auraient voulu qu'on ne pénalise pas plus que ce que Raikkonen s'était pénalisé lui-même. J'espère que j'ai été à peu près clair, mais vous avez aussi compris que tout n'était pas clair avec les règles. Alors est-ce que ça appelle à une simplification des règles, à les confronter toutes les unes aux autres pour faire en sorte que jamais elles ne soient contradictoires? Oui, il y a peut-être un petit camoulox dans tout ça, effectivement. Voilà, Monsieur Febro, c'est déjà, on peut dire Julien, on est entre nous. Que pensez-vous de l'arrivée du Grand Prix à Miami? On change complètement de sujet, mais on va passer sur plein de sujets différents. Je prends un peu les questions comme elles arrivent. Je demande à voir le circuit déjà. L'endroit, ça fait un peu rêver. Miami, ça fait rêver. Ou en tout cas, c'est une destination soleil, bord de mer, les États-Unis. Donc l'endroit peut faire rêver. Maintenant, moi, ce qui m'intéresse, comme beaucoup d'entre vous, c'est le circuit. C'est ce que va apporter comme spectacle et comme intérêt la piste. Donc elle va serpenter autour du Hard Rock Stadium des Dolphins de Miami. J'espère que ce sera pas un tracé, comme on dit, parking de supermarché. C'est tout ce que j'espère. Donc maintenant qu'il y a une nouvelle épreuve aux États-Unis, c'est un territoire tellement grand que c'est pas illogique qu'on y trouve 2 circuits, 2 grands prix. Il pourrait même à l'avenir y en avoir un 3e. On parle un peu d'Indianapolis, un retour éventuel d'Indianapolis, depuis que Roger Penske a racheté l'IndyCar et notamment le circuit d'Indianapolis. On pressent qu'il y ait des discussions entre Penske et la F1. Mais en tout cas, pour ce qui est de Miami, destination assez sexy sur le papier. Maintenant, je demande à voir la piste. Grand Prix prévu dès l'année prochaine, en 2022. Ce sera bien sûr sur Canal+. On découvrira ce Grand Prix tous ensemble sur Canal. Voilà pour la petite parenthèse sur l'annonce qui a été faite ce week-end. Autre annonce qui a été faite, c'est que Barcelone, donc qui n'est pas le prochain Grand Prix, puisque dans moins de 15 jours, ce sera le Portugal. La semaine suivante, Barcelone, malheureusement sans public. Je sais que vous êtes souvent pas mal de Français à faire le déplacement à Barcelone, notamment pour ceux qui vivent plutôt dans la moitié sud de la France, mais même d'ailleurs, c'est une destination très prisée. Malheureusement, pas de public accepté dans le contexte actuel à Barcelone. Et puis on attend l'officialisation de l'annulation du Grand Prix du Canada qui était prévu un peu plus tard dans la saison. Pour l'instant, pour ce qui est des spectateurs, Monaco compte toujours accueillir du public, et le Grand Prix de France, bien sûr, fin juin, espère toujours plus que jamais accueillir les 15 000 personnes par jour qu'elle prévoit. Voilà pour la parenthèse circuit, Grand Prix, calendrier. Alors, d'autres questions.
Alors, vous me parlez de la marche arrière de Lewis Hamilton. Je savais que ça allait être une thématique importante. Rémi nous dit arrêtez avec la marche arrière, c'est autorisé. Oui, Rémi, tu as raison. Alors, on recontextualise un petit peu la situation. Lewis Hamilton revient sur des pilotes retardataires en piste. Il est en bataille avec Max Verstappen à ce moment-là. Et lorsqu'il dépasse George Russell, il se met sur une zone humide du circuit et au freinage, évidemment, la voiture ne réussit pas à ralentir suffisamment, il glisse, il sort de la piste au virage de Tosa. Quelques chiffres à vous donner, il s'est écoulé 59 secondes entre le moment où il est rentré dans le bac à gravier, Lewis Hamilton, et le moment où il est reparti en marche avant sur la piste. Donc 59 secondes pendant lesquelles il s'est passé quoi? Il est allé dans le bac à gravier. 2, il a pensé qu'il réussirait à repartir en marche avant, mais il a touché le mur de pneumatique, il a cassé son aileron avant. 3, il a mis la marche arrière, il a attendu un petit moment. À ce moment-là, son ingénieur lui parlait à l'oreillette en lui disant quelles étaient les voitures qui étaient en approche. Il y a eu notamment celle d'Alonso et de Mazepin. Il y a eu à la fin celle de Daniel Ricciardo. Donc il était informé par radio en temps réel des voitures qui arrivaient. Et effectivement, donc il a enclenché la marche arrière après 44 secondes dans le bac à gravier. Et il a reculé environ pendant 13 secondes pour rejoindre la piste. Puis il est reparti. Alors, que dit le règlement ? Le règlement dit qu'il est interdit d'utiliser la marche arrière dans la voie des stands. Voilà ce que dit le règlement à propos de la marche arrière. C'est le seul article du règlement sportif qui évoque la marche arrière. Marche arrière interdite dans la voie des stands. Ça, c'est le règlement. Les autres articles du règlement sportif et l'autre article important du règlement, c'est qu'un pilote qui sort de la piste, qui quitte la piste, doit faire en sorte de revenir sur la piste de manière sûre. On ne parle pas de marche arrière, on ne parle pas de marche avant. On parle du fait qu'un pilote, lorsqu'il est sorti de la piste, que ce soit pendant une demi-seconde ou pendant une minute, doit revenir sur la piste de manière sûre, sans gêner les autres pilotes, sans mettre en danger les autres pilotes. Donc, la manière dont Lewis Hamilton a utilisé sa marche arrière n'a pas posé de problème au commissaire, parce qu'ils n'ont pas estimé qu'il était revenu sur la piste de manière dangereuse. Il n'y a pas de question de marche arrière, c'est la manière dont il est revenu sur la piste. Ils auraient observé, je ne vais pas dire jugé parce qu'il n'y a eu aucune enquête, ils auraient observé de la même manière son retour en piste s'il l'avait fait en marche avant. Donc il faut effectivement ne pas se focaliser sur cette marche arrière. Il est revenu, il a été considéré qu'il l'avait fait de manière sûre, parce que, il était suivi à la radio par son ingénieur, qu'il l'a fait, c'est vrai, il a pris du temps pour le faire. Au total, il y a quasiment une minute passée dans le bac à gravier. Et voilà, donc il n'y a pas de point du règlement qui lui interdit de faire ça. D'ailleurs, la marche arrière, elle est obligatoire sur les voitures de Formule 1, parce qu'elle doit pouvoir servir, notamment dans ce cas de figure, à revenir sur la piste. Donc, ne nous emballons pas pour des raisons qui n'ont pas lieu d'être. Il a effectivement fait une manœuvre qui a été estimée safe, sûr, par les commissaires. Donc il n'y avait pas de problème. Là où après, que vous soyez supporter d'Hamilton ou que vous ne soyez pas supporter d'Hamilton, vous trouviez qu'il ait eu de la chance parce que juste après, il y a drapeau rouge et qu'effectivement, ça lui permet de sauver sa situation, ça c'est vous selon votre affinité avec Hamilton ou pas, mais réglementairement parlant, il n'y a pas d'erreur. Pareil, vous avez dit pourquoi il a eu le droit de récupérer son tour. Tous les pilotes, lorsqu'il y a un drapeau rouge, c'est écrit noir sur blanc dans le règlement, quand ils sont à un tour du leader ou au-delà, dépassent la voiture de sécurité, on parlait du cas de Raikkonen, dépassent la voiture de sécurité pour revenir derrière, se mettre dans le peloton. C'est la règle. On n'a pas fait un cadeau à Hamilton en disant tiens, tu vas avoir le droit de revenir dans le tour du leader pour lui faire plaisir. C'est le règlement sportif. Un autre pilote et d'autres pilotes ont exactement bénéficié de la même situation. Donc il ne s'agit pas de défendre Hamilton ou de se mettre contre Hamilton, c'est juste là de connaître les règles. Voilà ce que disent les règles, et généralement, même si des fois on les trouve trop compliquées, en respectant les règles, on arrive à s'en sortir. Clément Gachny me demande si le McDo d'hier soir était bon. Il était exquis. Un peu froid puisqu'on est resté discuter un moment, mais il était délicieux. Oui, finalement j'ai craqué. Pour ceux qui ont suivi un petit Insta Live hier soir, je n'ai pas fait sushi, j'ai fait McDo. C'est pas intéressant, donc on revient aux histoires de Formule 1. Mais merci pour cette question précieuse, Clément. Alors, qu'est-ce qu'on a comme question ?
j'ai vu passer, je les donne un peu de tête. Que penses-tu? Allez, je fais une parenthèse sur Charlie qui nous demande que penses-tu de la performance de Lando Norris? Belle performance, très belle performance de Lando Norris. Je trouve le pilote de plus en plus fort. Expérience, maturité, talent, travail. Il est de plus en plus fort. La voiture est plutôt efficace, très bonne. Et entre sa déception de samedi, parce qu'il avait mis les 4 roues en dehors de la piste en qualification, ce qui lui a fait perdre potentiellement la première ligne pour se retrouver 7ème, et sa réaction en course, chapeau à lui. Et puis le personnage, je trouve qu'il évolue bien aussi. J'avais un petit doute, honnêtement, notamment lorsqu'il était en F2. Je trouvais que la manière dont était gérée sa communication, parce qu'il est entouré de personnes, ça manquait un peu de naturel. Je dis pas que c'était pas bien, mais j'avais peur que sa spontanéité devienne un truc très calculé. C'était une inquiétude plus qu'une observation. Et au-delà, et je me suis rendu compte qu'au fil du temps, non, c'était vraiment quelqu'un d'assez entier, plutôt naturel quand il communique sur les réseaux, tout ça. Donc c'est plaisant de voir quelqu'un qui ne joue pas à un jeu médiatique ou à un jeu avec le public. Ça, c'est pour l'extra sportif. Mais donc, c'est un bon point aussi, et tant mieux. Et puis, sur la piste, ouais, c'est ultra solide. Il a quand même bien résisté à Hamilton sur plusieurs tours, alors qu'il était un peu à l'agonie avec ses pneus, sans en faire trop. Et puis, à un moment donné, il n'a pas pu résister, donc ça s'est bien passé. Ouais, super, quelle génération. On parle beaucoup de Charles Leclerc, on parle beaucoup de Max Verstappen, de George Russell aussi, même si hier ça s'est pas bien passé. Et un pilote comme Lando Norris, c'est ce qu'on appelle la jeune génération, et c'est eux qui nous font qui nous font déjà rêver. Pour certains d'entre vous, je sais que vous êtes très fans de lui, et qui pendant, j'espère, de nombreuses années vont continuer à le faire. Donc tant mieux qu'on ait des pilotes de ce calibre-là qui savent allier jeunesse, fraîcheur, talent. C'est vraiment très bien pour la F1. Voilà pour la question sur Lando Norris. Alors, je vois passer le nom de George Russell et de Valtteri Bottas. Je pense que vous êtes plusieurs, pas mal à vous poser la question de ce qui s'est passé. Pas la question de ce qui s'est passé, on l'a vu ce qui s'est passé, mais de l'interprétation. L'avis de Toto Wolff sur l'accident, c'est vrai qu'il a eu, sans vouloir prendre parti, il a eu l'air d'un peu blâmer George Russell pour avoir été un peu trop audacieux sur la manœuvre. Maintenant, alors, ce que les commissaires ont tranché, c'est que c'était un incident de course et qu'il n'y avait donc pas lieu de pénaliser l'un ou l'autre, que la responsabilité était partagée dans cet accident. Donc il n'y a pas eu de pénalité, ni pour Russell, ni pour Bottas. Ça, c'est un fait. Maintenant, ce que l'on a vu, chacun a un petit peu son œil. Il y a deux voitures qui sont en piste. L'une, la Williams, qui attaque par l'extérieur la Mercedes. Ce qui est certain, c'est qu'à tout moment, Bottas laisse suffisamment de place à Russell à l'extérieur. Donc, il ne le met pas hors de la piste. Il y a suffisamment de place. Il lui laisse pas énormément de place, mais il y a largement la place pour une voiture. Ça, c'est un fait. Maintenant, il y a aussi ce que dit Bottas. Il dit « j'ai défendu ». Donc oui, Valtteri Bottas n'a pas cédé facilement sa position. Il n'a pas ouvert, il s'est pas rangé bande d'arrêt d'urgence à gauche pour laisser passer Russell. Autre fait. Autre fait, oui, l'attaque de Russell, il a fait son boulot de pilote. Il est payé pour ça. On attend d'un pilote qu'il se donne à fond. Il a vu une opportunité, il avait le DRS, un avantage de, selon les zones, 20 à 30 km/h de vitesse en plus. Il a été faire son travail de pilote, d'attaquer pour gagner une place sur la piste. Maintenant, oui, c'était une grosse prise de risque. Pourquoi ? Parce qu'il restait des bandes humides au sol de chaque côté de la piste, il attaque une Mercedes qui est quand même une voiture performante, dans un virage, une longue courbe à gauche très rapide. Oui, c'est pas le dépassement lambda au freinage, ligne droite, piste sèche. Il y avait des paramètres, des facteurs potentiellement aggravants ou rendant la manœuvre plus compliquée. Maintenant, quand on observe les différentes caméras, et j'ai eu l'occasion de le dire hier, j'ai eu l'opportunité de voir une autre caméra qui n'a pas été diffusée, puisque c'est une caméra de surveillance du circuit. Cette caméra qui surplombe la piste depuis la voie des stands,
donne une impression, mais alors là je vous partage un sentiment personnel, donne une impression qu'effectivement Bottas défend en ouvrant très légèrement sa trajectoire vers la droite. Il met à aucun moment Bottas ne met un coup de volant, jamais, même un écart fort, mais il y a un instant où Bottas effectivement, alors qu'il pourrait garder sa trajectoire, on va dire normale, bien pour défendre sa position, ouvre un peu sa trajectoire vers la droite, et c'est là que ça part un peu en sucette, parce qu'il y a moins de place pour Russell, mais il reste de la place sur la piste, sauf qu'il se retrouve, 1, les roues dans la zone humide, 2, DRS ouvert, donc avec moins d'appui à l'arrière, ça part en vrille. Donc voilà ce qui s'est passé. Donc la seule chose qui, moi, m'a fait un peu pencher la balance plus sur la faute de Bottas, c'est de dire, il fait quand même un petit décalage qui, effectivement, s'il n'avait pas eu lieu, laissait la possibilité à Russell de continuer sa manœuvre. Mais Bottas, il est aussi en course, et autant j'ai dit que le job de Russell, c'était d'attaquer Bottas, le job de Bottas, c'est aussi de défendre sa position, il est en course. Malheureusement, on se retrouve dans une situation catastrophique, où ça crée un énorme accident. On a vu que les halos des deux voitures avaient servi à l'un et à l'autre. Voilà, ça se passe à très haute vitesse. C'est comme dans un divorce, hein. Il n'y a jamais de 100% d'un côté ou de l'autre. Bah là, dans un accident, le simple fait d'être présent vous donne une part de responsabilité, quelque part. Voilà, là il y a des torts partagés, c'est sûr. La balance, encore une fois, elle penche selon que on observe la situation de tel ou tel angle. Voilà. En tout cas, ça a été jugé fait de course. La seule bonne nouvelle dans l'histoire, c'est que ni l'un ni l'autre n'ont été blessés, et ça aurait pu. La mauvaise nouvelle, c'est que ça va coûter cher de réparer ces voitures, voire de les changer, parce que Toto Wolff avait l'air de dire qu'il n'y aurait peut-être pas grand-chose de récupérable sur la Mercedes, et que dans la fenêtre de budget limitée cette année, ça allait avoir un impact. Mais encore une fois, 1, ils sont sortis entiers, sans blessure. 2, c'est des pilotes de course qui prennent des risques. Quand ça passe, on trouve ça extraordinaire. Là, c'est pas passé, on peut critiquer. Toto Wolff a aussi dit que oui, effectivement, à ce moment-là où se trouvait Bottas, il n'avait pas grand-chose à faire là. Il a eu une course difficile, Valtteri Bottas. C'était pas la place d'une Mercedes de jouer les 8e, 9e places. C'est pas sa place habituelle. Maintenant, il était à cet endroit-là. Ils étaient dans le même tour. Il y avait un combat. Et comme le dit Marine, je crois, l'erreur est humaine. Oui, l'erreur est humaine. Ça se passe à, je sais pas, 300 km/h ou pas loin, vu la météo. Et malheureusement, c'est arrivé. Ils ne partiront pas en vacances ensemble. On leur demande pas d'être amis. On leur demande pas de partir en vacances ensemble. L'un et l'autre veulent la même chose, c'est-à-dire l'un garder le volant de la Mercedes, l'autre l'obtenir définitivement. Ça arrive. Heureusement que ça se termine bien. Heureusement que ça se termine bien. Voilà pour ce sujet Bottas Russell pendant le Grand Prix qui a conduit au drapeau rouge. Donc Russell était à la fois indirectement impliqué dans la sortie de piste d'Hamilton qui était en train de le doubler mais qui s'est mis hors trajectoire. Il n'y a rien à reprocher à Russell, mais il était là à ce moment-là. Et ensuite, il provoque le drapeau rouge. Donc à un moment donné, il n'a pas fait les affaires d'Hamilton. Et peu de temps après, il a vraiment fait les affaires d'Hamilton. Dans les deux cas, de manière involontaire. Involontaire, voilà. Mauvaise passe pour Bottas, nous dit Andrew. Oui, c'est pas un début de saison évident du tout pour Valtteri Bottas. Là, on voit quand même que Hamilton a quelque chose en plus, parce que à voiture égale, alors je vais pas rentrer dans le jeu de Red Bull a la meilleure voiture, non c'est Mercedes, non c'est Red Bull, ils ont des voitures qui ont chacune des points forts et des points faibles, et au final ça fait deux monoplaces très proches l'une de l'autre. Ça va dépendre des circuits, des conditions atmosphériques. On a vu que la Mercedes aimait moins bien la chaleur que la Red Bull. Voilà, mais en simplifiant les choses, parce que tant qu'on n'est pas dans les écuries, on ne connaît pas le détail exactement des performances des voitures. Pour faire simple, on a deux monoplaces qui sont très proches l'une de l'autre, à des moments différents, sur des portions de circuits différentes, mais au global, à la fin d'un tour ou à la fin d'un Grand Prix, sont très proches en performance.
Mais c'est sûr que Mercedes n'a plus l'avantage majeur qu'ils avaient jusqu'ici. Et dans ces circonstances, on voit en interne chez Mercedes à nouveau l'avantage qu'est capable de prendre Lewis Hamilton face à Valtteri Bottas. Voilà pour ce sujet. Pourquoi Leclerc ne double pas Verstappen à la relance? Alors, autre situation qui nous a intéressé et qui vous a fait réagir, c'est vrai qu'au moment de la relance de course, donc il y avait Raikkonen derrière qui gérait son tête à queue et son retour dans le peloton, et il y avait tout devant, juste avant la relance, Verstappen et Charles Leclerc qui se suivent de près. Verstappen zigzag pour faire chauffer ses pneus et dans l'avant-dernier virage du circuit part quasiment en tête à queue. Sa voiture mord le vibreur à l'intérieur, elle est quasiment hors de la piste. On se dit que peut-être elle va finir en tête à queue. Et en fait non, il réussit à la ramener, vous avez sans doute vu l'image. Et au même moment, eh bien Charles Leclerc juste derrière freine pour le laisser reprendre sa place et le Grand Prix repart. Et vous vous posez la question de savoir pourquoi à ce moment-là, vu que Verstappen est quasiment hors piste, pourquoi il ne l'a pas dépassé. Eh bien c'est assez simple et il a sans doute, je change un peu de position, il a sans doute bien fait de le faire comme ça. Attendez, je suis à contre-jour, ouais, un peu compliqué là. Il a sans doute bien fait de le faire comme ça parce que Verstappen n'est pas complètement sorti de la piste. Il avait encore, j'ai revu les images, la roue arrière droite qui touchait la ligne blanche à l'intérieur du virage. Donc il n'était pas complètement hors piste. Et c'est la réaction qu'a eu d'ailleurs Charles Leclerc. Il a dit, bon, j'ai un peu hésité. J'ai pensé à un moment donné le dépasser. Et je me suis ravisé. J'ai dit, non, je le dépasse pas. Et en plus, il était encore un peu en piste. Et c'est vrai que effectivement, c'est pénible, hein, ce soleil, je vous cache pas. Il avait effectivement encore une roue sur la piste. Donc voilà pourquoi Leclerc n'a pas été dépassé Verstappen à la relance. C'était une option. Norris qui était derrière, lui a vu la situation et dit mais si, il aurait dû dépasser. Leclerc aurait dû le dépasser. Petit coup de chance, hein. Beaucoup disent il a de la chance Hamilton. Verstappen, il a aussi de la chance à ce moment-là de la rattraper parce qu'il commet une erreur. Hamilton a commis une erreur, Verstappen a commis une erreur, et les deux ont plus ou moins bien rattrapé la situation parce que Verstappen, là, s'il part en tête à queue, tout le peloton le dépasse et c'est terminé, il n'y a pas de victoire. Hein. Donc il faut de la réussite. Ce sont des champions. Alors il y en a un qui n'est pas encore champion du monde et l'autre qui l'est 7 fois. Mais voilà, on sent un peu la vista, comme on dit, la chance. Aussi de ceux qui savent la provoquer. Donc dans les deux cas, c'est un peu balle au centre. L'un et l'autre ont eu leur lot de chance sur la course hier. Voilà. Nico qui nous dit belles audiences. Oui, merci beaucoup. Vous étiez très nombreux à suivre notamment le MotoGP hier aussi. Plus d'1 million à assister à la victoire de Fabio Quartararo. Et vous étiez 1,5 million au départ du Grand Prix. Donc merci. J'aurais peut-être dû commencer par ça, même vous remercier. Mais effectivement, merci d'avoir été aussi nombreux et de continuer à l'être. Grand Prix après Grand Prix. On a une belle saison. On n'en est qu'à 2 Grands Prix. Mais on commence sur des très très belles bases, je trouve. Et pour tout ça, merci d'être avec nous. Et on est heureux de partager ça, évidemment, course après course sur Canal. Voilà. La première de l'IndyCar hier soir aussi. Alors j'ai pas les chiffres d'audience, mais je suppose que vous étiez nombreux à suivre la première course de la saison d'IndyCar, les débuts de Romain Grosjean en IndyCar, des Français qu'on suit depuis de nombreuses années, Simon Pagenaud et Sébastien Bourdet. Première course hier soir, donc là aussi merci de votre fidélité au sport mécanique sur Canal, exactement. Alors, encore quelques minutes à passer avec vous. Le cas Vettel, ouais, Sébastien Vettel, pas simple, nous le dit Lulu, j'ai vu passer le nom de Vettel plusieurs fois. C'est vrai que on va dire que ça démarre pas super bien. Quand on voit ce qu'est capable de faire son coéquipier Lance Stroll,
Bon, il n'est pas encore à 100% de confort dans la voiture, à 100% de compréhension de tout. Ça prend un peu de temps, mais c'est vrai que c'est pas serein pour l'instant, quoi, pour Sébastien Vettel, et on lui souhaite de trouver les clés, comme on dit, pour prendre un peu le dessus sur cette voiture. Pour l'instant, c'est plus la voiture qui a le dessus que l'inverse. Je salue Clément Grenier qui est en train de nous regarder, je viens de le voir passer. Salut Clément. Si tu veux venir nous dire un petit bonsoir et parler de Formule 1, tu es le bienvenu. Avec grand plaisir pour échanger. Alors, que penses-tu de la remontée de Lewis? On en a parlé, c'était efficace, hein, à partir du moment où la course a été relancée. On l'a vu ultra concentré pendant le drapeau rouge. À un moment donné, il était accroupi, la tête entre les mains. Il était vraiment, il était en train de se remettre dedans, quoi. Donc c'était assez intéressant à observer. Et puis on l'a vu avec James Vowles, qui est le stratège de l'écurie, qui l'a pris par l'épaule. Enfin, on sentait qu'il y avait un moment de regroupement au sein de l'équipe, cohésion, moment de cohésion, reconcentration. Et puis derrière, il a fait le boulot. Ah bah, Clément Grenier, il nous pose une question. Est-ce que les Français peuvent nous faire un podium ou une victoire cette saison? Alors, je commence toujours par répondre à la régulière, non. Parce que si on prend les performances voitures, il y a Red Bull, Mercedes, donc déjà ça fait 4 voitures. On démarre à la 5e place, et puis plus régulièrement, bataille avec McLaren, Ferrari, n'oublions pas Ferrari, et Alpha Tauri, et Alpine est encore derrière. Donc non, à la régulière, il n'y a pas vraiment de place sur le podium, ni pour la victoire. Mais quand Pierre a gagné le Grand Prix d'Italie, il n'était pas non plus supposé pouvoir s'imposer. Donc il faut être au plus proche du peloton de tête, et puis espérer que le type de course hier peut amener ces situations où on se retrouve devant. Donc sur le papier, l'Alpha Tauri est plus performante pour l'instant que l'Alpine, donc Pierre aurait logiquement plus de chances d'être devant Esteban, et maintenant il faudra des circonstances de course. Mais oui, un podium pour Pierre Gasly, plus probable qu'une victoire, c'est sûr, et plus probable que pour Esteban Ocon. Mais là, c'est vraiment en tenant compte uniquement de la performance voiture. Esteban et Pierre seraient dans la Mercedes ou dans la Red Bull cette année. Je vous dirais que il y a de grandes chances qu'ils remportent un Grand Prix cette année. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. De quoi parlons-nous? De quoi parlons-nous? Un mot sur Miami, on en a parlé tout à l'heure. Je remonte un peu dans vos questions. La chemise à carreaux de Jacques Villeneuve, il l'a portée au départ du Grand Prix. On la mettra non pas aux enchères, mais je vous reparlerai. J'y reparlerai. J'ai envie d'y croire pour les Français, nous dit Clément. Je savais pas que Clément, il aimait à ce point-là les sports mécaniques. Clément, si je t'envoie une invite, tu l'acceptes ou pas? Répondre, ne te sens pas obligé. Hein. Ne te sens pas obligé du tout, du tout. Marche arrière de Lewis, on en a parlé. La perf de Ricciardo, ouais, un petit peu en retrait aussi. C'est vrai. Mais bon, écoute, malheureusement, pour l'instant, lui aussi, il est obligé d'apprendre, de prendre ses marques dans l'équipe, de trouver ses marques. Faut vraiment comprendre, comment dire. C'est un peu comme si on demandait à un footballeur qui tire que du pied droit de commencer à tirer du pied gauche. Ça prend du temps, quoi. Déjà, c'est pas naturel. Et puis, il faut réadapter sa technique, son positionnement, tout ça. Un pilote qui change d'écurie, d'accord, il continue à piloter une F1, mais c'est plus les mêmes systèmes embarqués. Le déploiement de l'énergie n'est pas pareil. Le freinage, rien que le feeling de toucher la pédale de frein est pas le même d'une voiture à une autre. Donc, la réaction est pas exactement la même. Enfin, c'est tellement pointu et fin à ce niveau-là. La réaction de la voiture, évidemment, au comportement aérodynamique est très différente aussi. Voilà, 2 grands prix, 2 week-ends, seulement c'est court. Quand on voit la physionomie du 2e week-end de la course hier,
c'est encore plus compliqué de mettre tout ça bout à bout. Enfin, bon, ça complique la situation et ça demande encore un peu de temps. Pérez disait qu'il lui faudrait 5 courses. Helmut Marko disait mais non, il lui faudra moins que ça. Non, je suis pas sûr il lui faudra moins que 5 courses parce que pour vraiment maîtriser l'outil, c'est pas seulement la voiture, hein, c'est aussi le travail avec les ingénieurs, c'est le bon dialogue avec eux, c'est les mots qui résonnent à l'esprit des ingénieurs comme il faut pour prendre des directions de réglage, de choix techniques, etc. Donc Pérez, Vettel, Ricciardo, peut-être celui qui s'adapte le mieux pour l'instant, c'est peut-être Sainz chez Ferrari. Mais c'est pas, voilà, ça se fait pas du jour au lendemain, même si ce sont parmi les meilleurs pilotes du monde, ça se fait pas en quelques tours comme ça. Voilà. Alors, encore quelques petites questions depuis l'habitacle de la voiture. Ceux qui n'étaient pas avec nous au début, je m'excuse, je n'ai pas eu le temps d'être suffisamment tôt à la maison pour pouvoir attaquer ce live. Du coup, pour ne pas manquer le rendez-vous, je le fais de la voiture. Voilà. Que pensez-vous de la course de Tsunoda? Nous demande Olivier. D'autres aussi, j'ai vu passer le nom de Yuki Tsunoda. Eh ben, le syndrome de la deuxième course. Voilà. Souvent, en sport automobile, on parle du syndrome de la deuxième course. C'est-à-dire, vous attaquez une discipline, vous attaquez un championnat. Première course se passe super bien. Et la deuxième, souvent, ça arrive pas tout le temps, hein, c'est pas une obligation. La deuxième course, le syndrome, patatras, ça va beaucoup moins bien. Première course de Tsunoda, excellente, ça s'était super bien passé. Et puis bah, au final, la deuxième, moins bien. Des erreurs, des sorties de piste au large, et puis voilà, tête à queue, ça a été moins bien sur la deuxième course, c'est clair. Opportunité gâchée. L'accident, bien sûr, hein, en qualification, le crash à la sortie de la chicane. Et en course hier, erreur aussi. On sentait un peu de précipitation, en fait. Un peu de précipitation, aussi bien en qualif samedi que lorsque hier, il commet des petites erreurs. Donc, il a encore le joker jeunesse, apprentissage novice, rookie dans la discipline, mais on va pas lui l'accorder très longtemps, quoi. Ce petit crédit, ce joker. Donc potentiel, on l'a vu, il en a. Ils en ont quasiment tous à ce niveau-là du potentiel. Maintenant, le potentiel, c'est une chose, le transformer en un résultat concret, c'est la mission, c'est le boulot qu'on attend du pilote. Donc à lui c'est facile à dire, hein, mais de réajuster un peu les curseurs et de se faire confiance en se disant ok, j'ai montré déjà que je savais faire des choses, maintenant je calme par moment un peu le jeu. Vous avez entendu sans doute hier d'ailleurs l'ingénieur de Sainz qui lui a dit à un moment donné calme-toi, n'en fais pas trop. Et pourtant Sainz, il a beaucoup d'expérience, il est passé dans plusieurs écuries, et ben même lui a reçu un peu ce conseil, cette consigne même de son ingénieur de se calmer un petit peu en pilotage. Donc pensez bien qu'un plus jeune pilote comme Tsunoda peut aussi bien pêcher par excès d'engagement et un peu confondre vitesse et précipitation. Faut pas que ça se reproduise, je vais pas dire trop souvent, faut pas que ça se reproduise du tout. Je trouve que AlphaTauri, par rapport au potentiel de la voiture, pour l'instant, n'a pas du tout inscrit suffisamment de points. Hein. Beaucoup trop de points gaspillés. Faute erreur de Pierre Gasly en début de course à Bahreïn, là des erreurs de Tsunoda, mauvais choix stratégique de pneus pour le départ de la course hier pour Pierre, ça fait déjà un peu trop d'erreurs en piste ou hors piste pour une équipe qui aurait déjà dû marquer beaucoup plus de points en deux Grands Prix. Voilà. Les pénalités de Stroll et de Raikkonen, on en a parlé, je lis vos messages. Hein. Stroll pour avoir dépassé Gasly hors des limites de la piste. Raikkonen, on va pas y revenir, mais petit imbroglio au moment du drapeau rouge et de la reprise de la course. Voilà. Schumacher et Mazepin chez As, qu'est-ce qu'on en pense? J'en pense que l'un comme l'autre ont entre les mains une voiture compliquée, très compliquée à piloter. Ça, d'ailleurs, ça recrédibilise un peu
des garçons comme Romain Grosjean et Kevin Magnussen qui l'année dernière voilà, avaient à peu près le même outil et, et s'en sortaient au mieux, on va dire, autant qu'ils pouvaient. Et puis, pour Mazepin et Schumacher, on a vu une erreur de Mick Schumacher hier qui en chauffant ses pneus, en essayant de les chauffer, sort de la route, part en tête à queue, tape par l'avant, quasiment dans la ligne droite des stands, juste après la ligne de départ. Mazepin qui fait des erreurs, c'est sûr. Voilà, bon, Mazepin est en dessous pour l'instant en pilotage que Mick Schumacher. Peut-être le restera-t-il. Mais voilà, on peut pas nier, et c'est un facteur d'ordre 1, qu'ils ont entre les mains une monoplace qui n'aide en rien à trouver de la confiance, à trouver ses marques, à attaquer. Vous mettriez Mazepin et Schumacher dans la Mercedes ou la Red Bull, ils gagneraient peut-être pas des courses, j'en sais rien, je sais pas. Peut-être qu'ils en gagneraient. Mais ce serait plus facile pour eux. Ce qui est sûr, c'est que ce serait plus facile. Parce que plus de charge aérodynamique, voiture, tout est un peu plus facile, entre guillemets, par rapport à la Haas avec une voiture de pointe. Maintenant, qu'est-ce qu'ils en feraient exactement? Je sais pas. Je suis pas devin, je sais pas. Mais oui, c'est difficile. Et voilà, Mazepin n'est sans doute pas au niveau qu'on espère voir d'un pilote en Formule 1. Maintenant, il n'a pas non plus l'outil pour lui. On peut et on doit lui reconnaître ça.